tout dernier enregistrement, pour ce tout dernier chapitre intitulé Développement et défis, une partie sur l'archivage du web. Donc on a vu que capturer les réseaux sociaux, c'était difficile, c'était parce que il y a ce côté éphémère, et qu'en est-il du web en général? Archiver le web, pour qui, pourquoi? Donc d'abord, bien faire attention quand on parle d'archiver le web, on parle bien d'archiver le web et pas d'archiver Internet. Internet, c'est plus large que le web, on peut aussi trouver des emails, etc., etc. Dans les contenus web, certains ne sont pas récupérés quand on archive le web. On va surtout essentiellement retrouver des contenus de type protocole HTTP. Par contre, qui concerne FTP, SMTP, etc., ne peut pas forcément récupérer. La particularité du web, c'est aussi la diversité des contenus. Déjà ici, on va plutôt parler du web visible, et puis on sait bien que sur le web, on peut avoir des contenus textuels, mais des images, mais des animations, et donc des formats vidéo différents. Donc on va parfois avoir du MP4, on peut avoir du flash, on a parfois des contenus qui sont accessibles que après connexion. Il y a tout ce qui concerne les applications smartphone, Snapchat, etc. Dans le cadre de l'archivage du web, les bibliothèques nationales ont une mission à remplir, qui est une mission de conservation patrimoniale. Et cette mission va tout naturellement s'élargir au web. Et donc les pages web vont être recueillies pour être conservées, comme pourraient l'être des monographies d'éditeurs. La notion de dépôt légal électronique s'implémente peu à peu, notamment pour sauvegarder le patrimoine culturel de pays. Bon, il faut savoir qu'à la KBR, on est un petit peu en retard par rapport à la BNF, et donc l'obligation de déposer les e-books n'existe que depuis 2006. Mais en France, ça va fonctionner un peu différemment. Donc on a la BNF qui s'occupe du dépôt légal déjà depuis un bon bout de temps, mais on distingue les contenus textuels des contenus audiovisuels. Donc les contenus textuels vont être pris en charge par la BNF, tandis que les contenus vidéo seront pris en charge par l'INA. Alors, ce qui est intéressant dans le cadre des bibliothèques nationales, elles vont avoir un rôle de finalement de conservation patrimoniale, comme les archives nationales peuvent en avoir. Et donc, pour les archives nationales, ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce que pensait la société à un moment donné. Donc, là aussi, les pages web, ce sont des témoignages historiques qui peuvent être conservés au même titre que d'autres archives patrimoniales. Les premières initiatives d'archivage du web remontent au milieu des années 90, où les collectes étaient faites de manière manuelle et puis ont été progressivement automatisées. On a standardisé cette pratique, notamment en instaurant un format de fichier qui est le format de fichier WARC, et on a mis sur pied un consortium international de préservation qui est le IIPC. Pour mener un projet d'archivage du web, on va passer par 3 grandes phases: une phase de sélection, une phase de collecte et de préservation, et une phase de valorisation. Pour tout ça, il faudra bien entendu prendre en compte la finalité du projet, les usagers finaux et les besoins du public visé. En ce qui concerne la phase de sélection, on va établir donc des projets de collecte à grande échelle. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il ne faut pas établir de sélection sur base de jugement, de préjugés, etc. On va bien collecter des images d'un moment donné. Alors une manière de sélectionner, ce serait par exemple de se baser sur le domaine national, donc par exemple de sélectionner toutes les pages web .be ou .fr ou ce genre de choses. La liste des noms de domaine n'est pas disponible pour tout le monde. On peut essayer de récupérer la liste exhaustive des noms auprès de l'institution responsable des attributions pour un pays, mais ce n'est pas une liste qui est disponible pour tout le monde. Souvent, c'est disponible pour certaines institutions nationales, voire certains chercheurs. Si on se met à récolter tous les sites du domaine national, qu'en sera-t-il des sites nationaux ou des domaines qui relèvent du .com, du .org, du .edu?
tout ça est à bien prendre en compte, et évidemment, plus la collecte sera grosse, plus elle risque d'être lente. Le problème que peut poser l'identification de l'origine de ceux qui enregistrent un nom de domaine, donc ici on part d'un exemple à partir du point Brussels, qui est donc le nouveau nom de domaine pour toutes les institutions bruxelloises. Eh bien, on voit que l'identification de l'origine peut nous amener largement en dehors de Bruxelles. Que fait-on dès lors dans ce cas-là? Alors, que faut-il collecter? Comment s'assurer de collecte régulière? Tout ça peut être aussi lié au cadre légal, et donc par exemple au dépôt légal. Si le dépôt légal d'une page web est volontaire, il est clair qu'il sera peut-être plus difficile pour des curateurs d'identifier des sites intéressants à inclure dans un projet d'archivage du web. Alors maintenant, au niveau de ce qu'on peut collecter, on peut aussi essayer de déterminer qu'est-ce qui pourrait avoir de l'importance pour la suite, qu'est-ce qui pourrait avoir une valeur pour la suite. Donc on pourrait par exemple décider d'archiver toutes les pages web autour d'une campagne politique, autour d'élections, autour d'événements sportifs, etc. Ou bien on pourrait décider de collecter toutes les pages web de sites d'écrivains ou de thématiques d'urgence, etc. Ou bien établir des collectes d'urgence, donc par exemple dans le cadre des archives qui ont été récupérées les instantanés suite aux attentats du 22 mars, voilà, là c'est une espèce de collecte d'urgence. Donc on le conçoit. La collecte, que doit-on sélectionner lorsque on veut archiver le web? Eh bien, ce n'est pas du tout évident, et il n'y a pas encore de règles qui déterminent cela. Donc dans cette page du New York Times, j'espère que vous voyez l'animation qui vous montre que finalement cette page web du New York Times, elle change tout le temps. Elle change tout le temps parce que les unes changent, parce que sur la même journée, il se passe des tas de choses et que le New York Times publie différentes unes sur son site web. Dès lors, que faire au niveau de l'archivage du web? Alors si on a vu qu'au niveau de la sélection, on n'avait pas de modèle préétabli à suivre encore à l'heure actuelle, et si on a vu qu'il y avait déjà des vitesses différentes dans la réalisation de la sélection en fonction du pays où on est, de l'avancée du cadre légal, etc. On sait par contre pour la phase de collecte et préservation, il y a des choses qu'on doit éviter à tout prix. Par exemple, il faut absolument éviter d'aspirer en même temps trop de pages du même site. Donc de collecter en même temps trop de pages du même site. En fait, c'est le principe des pirates informatiques. Quand ils veulent faire tomber un site, ils provoquent énormément de visites simultanées. Donc ici, c'est ce côté site-friendly, c'est d'éviter d'aspirer en même temps trop de pages. Alors pour ça, il y aura, donc pour savoir comment collecter et préserver, il y a deux grandes méthodes. Il y en a une qui va consister à créer une copie locale des fichiers du site pour permettre une navigation, si vous voulez, en interne de cette copie locale. Une autre méthode est de procéder à la moisson des sites, au moissonnage des sites, à l'aide d'un robot d'indexation qui après stocke les contenus dans un serveur. À titre d'exemple, pour la collecte et la préservation, l'an dernier, dans le cadre des TP3 que nous avons réalisé avec les étudiants du bloc 3, donc, on les avait invités à utiliser un logiciel qui s'appelle HTTrack, qui permet donc de copier des pages à un moment donné. On avait notamment fait ce test en récupérant la page de l'IECID, mais par exemple, cette année, dans votre cadre d'études de faisabilité, puisque vous travaillez sur des Google Sites, pour nous assurer que vous postez bien les bonnes infos au bon moment, en fonction de la date limite de remise de votre portefeuille électronique, on peut demander à HTTrack de récupérer vos pages et ainsi d'avoir une trace de à quoi ressemblait votre page, votre site internet à la date limite de remise. Et donc ainsi s'assurer qu'il n'y ait pas de petits malins qui essayent de poster des choses en plus par la suite. Voilà le genre de choses qu'on permet des logiciels comme le logiciel HTTrack.
Alors, on va voir que la méthode qui consiste à effectuer une copie locale va entraîner certaines limitations. Notamment le fait que cette limitation, il n'est pas possible d'effectuer cette copie locale, par exemple dans le cadre d'un projet d'envergure, comme le mène actuellement M. Di-Pretoro, qui serait d'archiver le web belge, et par exemple tous les noms de domaine.be, ce serait très très difficile à mener de manière efficace avec ce type de copie locale. Il ne faut pas oublier non plus que là on est juste dans la phase de collecte, donc on va chercher les liens absolus et on va les transformer en liens relatifs pour permettre après de naviguer directement à l'intérieur du fichier téléchargé. Si ça a l'air simple à mettre en place, ce qui va être difficile ensuite, c'est de mettre en place l'interface qui va permettre de naviguer entre les différentes versions d'un site. Donc on l'a vu tantôt avec l'exemple de la page du New York Times qui changeait en fonction des unes qui étaient mises en avant. Si on veut naviguer entre les différentes unes, il faudra une interface qui va permettre de le faire entre les deux. Donc une autre possibilité pour la collecte et la conservation, c'est de passer par une étape de moissonnage et de distribution depuis un serveur. Il y a donc bien deux étapes, il y a le moissonnage et la distribution. Vous pouvez trouver un exemple de cela sur le site archive.org. Ce qui va être utilisé, ce sont bien des fichiers WARC, donc pour le Web Archive. Le moissonnage va être effectué par des outils de type Widget, Eritrix, NetArchive Suite, et la distribution par la suite va être réalisée avec des outils comme la Wayback Machine ou Islandora. Donc ça va permettre aussi de naviguer entre les différentes versions des pages sauvegardées. Cette illustration vous montre que une page est mouvante d'année en année, mais même parfois au sein de la même journée. Alors dans cette illustration de la collecte et de la préservation, on voit bien les deux phases distinctes de moissonnage et de distribution. La phase de moissonnage étant assez similaire à ce qu'on avait vu dans la collecte et la préservation sur une copie locale, mais c'est donc bien au niveau de la distribution que ça va être qu'on va voir la différence. C'est impossible de passer avec la méthode de la copie locale lorsqu'on se base sur des chiffres tels que la BNF qui nous rappelle qu'en 2016, les collectes larges et ciblées qu'elle avait faites de sites web amènent au type de résultat que vous voyez ici, donc 26 milliards de fichiers, 668 teraoctets, et donc des sites qui sont de plus en plus lourds, du stockage qui doit être de plus en plus large à envisager. On voit également sur cette slide que depuis de 2004 à 2016, on voit que ce poids des sites n'a fait qu'augmenter. La place que prennent ces sites n'a fait qu'augmenter et de manière considérable. Alors, une petite info qui vient de blog.archive.org qui vous indique en chiffres ce que représentent les pages web aujourd'hui archivées et le nombre de sites web dont elles proviennent et ce qu'elles représentent en termes de poids de stockage. Vous voyez, on parle de pétabytes et vous voyez que les pétabytes sont des milliards de mégabytes, ce qui peut vous donner une idée de la taille de l'information stockée. Alors, on avait vu qu'il y avait une phase de sélection, donc il faut savoir déterminer ce qu'on voulait archiver sur le web. Et puis, on a vu avec les difficultés que ça comporte, donc du nombre incalculable de pages que ça peut engendrer. On s'est donc vite rendu compte que pour la phase de sélection et de conservation, des projets de petite envergure pouvaient peut-être faire appel à une copie locale, mais dans le cas de projets de plus grande envergure, il allait falloir passer par des outils de moissonnage et puis des outils de stockage et de distribution. Et enfin, comme on est quand même dans la collecte d'informations, il y a lieu de valoriser cette information. Et là, je vous renvoie aux méthodes que la BNF a prévues pour signaler ces collections, qui sont des objectifs qui ont été évoqués dans une conférence qui a eu lieu à la KBR. Eh bien oui, voilà, c'est fini. On a fini le cours d'archivistique en e-learning. Donc c'est un cours, je le rappelle, qui a été conçu par monsieur
Thirion. Donc tous les contenus sont bien réalisés par Monsieur Thirion. Je vous renvoie à la bibliographie disponible sur Moodle si vous voulez en savoir plus sur les sources qu'il a utilisées. L'idée de ce cours, c'est vraiment de vous préparer au mieux à aller au stage en archivistique. Donc c'est clair qu'il y a des éléments que vous allez plus ou moins approfondir en stage. N'hésitez pas à revenir après votre stage sur les contenus, enfin sur si vous voyez qu'il y a des choses qui ont été vues en stage que vous n'auriez pas abordées pendant le cours, qui vous semblent importantes, bah, vous êtes aussi bienvenus pour vous manifester par rapport à cela et nous informer de ce qui n'aurait pas été vu ou pas suffisamment et sur le cours tel qu'il pourrait devenir. Alors maintenant, en sachant que M. Thirion doit organiser ce contenu en 15 heures, et que 15 heures c'est très court, qu'on ne peut pas faire des miracles et donc on ne peut pas faire de vous des archivistes à l'issue de 15 heures, mais n'hésitez pas à profiter du forum sur Moodle pour poser vos questions et par rapport à la matière et par rapport au stage en archivistique ou pour faire part de certains commentaires qui vous semblent pertinents. Voilà, je vais vous laisser. C'était donc mon dernier dimanche en pyjama à vous faire ce cours en e-learning. Je vous invite bien sûr à faire après chaque grand chapitre les exercices qui les accompagnent sur le site. Et puis, bien, je vous souhaite un excellent stage en archivistique les 16 et 17 avril 2018 prochains.